Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, cérémonie de lancement des activités génératrices de revenus à la cité Nassib. Et dans l'actualité internationale, l'aide humanitaire reste cruciale pour 2 millions de Criméens. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, dans le cadre des programmes et projets sociaux visant à améliorer les conditions des couches vulnérables de la société, le Diwan Al-Zaka a organisé jeudi dernier une cérémonie dédiée à la distribution de la 3e et la 4e tranche du parrainage des orphelins de l'année 2021. Cet événement, parrainé par le ministre des Affaires musulmanes et des Biens Warf, M. Moumin Hassan Barre, a vu la participation notamment du représentant et du président du conseil d'administration du Diwan Al-Zaka, Cheikh Mohamed Abdi Saïd, le directeur général du Diwan Al-Zaka, Souleymane Hussein Moussa, ainsi que des représentants des principaux parrains et particuliers et d'entreprises. La journée de parrainage qui s'est déroulée au Palais du Peuple a permis à près de 1160 orphelins issus de Djibouti-Ville et de la commune de Balbala, inscrits sur la liste des bénéficiaires, de recevoir la somme de 30 000 francs par individu, rappelant que l'organisation de bienfaisance Diwan Al-Zaka a été créée en 2005 et qu'elle n'a pas raté sa vocation d'être une fondation d'entraide et de solidarité envers les orphelins et les plus nécessiteux du pays. Alors, remerciements et on salue sincèrement le concepteur de Diwan Al-Zaka, en l'occurrence le président de la République, son Excellence Ismaël Merguele, et les administrateurs de Diwan Al-Zaka qui ont la charge de collecter des dons consentis. Il a noté que le Diwan Al-Zaka a distribué durant la semaine dernière ses cotisations financières à 361 orphelins issus des différentes régions de l'intérieur. Le représentant et président du conseil d'administration de Diwan, Cheikh Mohamed Saïd, a souligné l'importance tangible du programme de parrainage d'orphelins. Il a évoqué dans une brève allocution qu'il a pris l'occasion l'intérêt que l'islam attache à la prise en charge et le soutien des orphelins afin qu'ils viennent de bons éléments qui contribuent au développement de la société. Cheikh Mohamed Abdi Saïd a profité de cette opportunité pour exhorter les commerçants à participer massivement au programme de parrainage d'orphelins que le Diwan Al-Zaka met en œuvre depuis l'année 2017. Eh bien, de son côté, le directeur général du Diwan Al-Zaka, M. Souleymane Hussein Moussa, a rappelé que la cérémonie de distribution du parrainage d'orphelins intervient quelques jours seulement après la distribution de la Zaka de l'année 2021. Il a affirmé dans son allocution que le président de la République, M. Ismaël Merguele, avait officiellement lancé le projet de parrainage d'orphelins 2007 dans le cadre des efforts pour améliorer les conditions de vie de cette importante couche de notre société. En effet, il a aussi exprimé ses remerciements et sa reconnaissance au président de la République et au ministre des Affaires islamiques pour le soutien inlassable afin d'avoir un succès des activités du Diwan Al-Zaka, notamment ce qui concerne le programme de parrainage d'orphelins. Et enfin, de son côté, le ministre des Affaires musulmanes et des Biens Warf, M. Moumin Hassan Barre, a d'abord adressé ses vœux aux participants à l'occasion du mois du Ramadan, remerciant les parents pour leur précieuse contribution au programme de parrainage d'orphelins. Nous nous réunissons aujourd'hui en cette cérémonie pour distribuer la 3e et 4e tranche de parrainage d'orphelins pour l'année 2021 au niveau de la capitale, et je profite de cette occasion pour exprimer mes sincères remerciements aux parrains, contributeurs et supporters de la continuité de ce succès, ce programme caritatif, a affirmé le ministre. Ce programme social bénéficie du soutien indéfectible et de l'encouragement du président de la République, M. Ismaël Merguele, alors que les œuvres caritatives s'inscrivent dans la vision sociale parrainée par le chef de l'État dans la promotion de la compassion, l'harmonie entre les différentes couches de la société, a-t-il rappelé le ministre des Affaires islamiques. Autre actualité dans ce 15 heures, c'est sous le haut patronage de la ministre des Affaires sociales, de la solidarité, Mme Hulfa Ismaël Abdo, l'agence djiboutienne de développement social, en collaboration avec la fondation IOG pour le logement, a organisé une cérémonie dédiée au lancement de quelques 53 activités génératrices de revenus à la cité Nassib.
Dès son arrivée sur le lieu, la ministre des Affaires sociales et de la Solidarité a été accueillie par des danses folkloriques et des chants. Cette cérémonie est d'une importance capitale pour la lutte contre la pauvreté, a remis le directeur général de la l'ADS, Mahdi Mohamed Jama, la directrice générale du CLE, Oubah Ahmed Melo, le directeur général de la NPH, de Al Sirid Mahmoud, et le responsable de l'unité de la microfinance islamique de la l'ADS, Mohamed Ahmed Amin. Les parlementaires issus de la commune de Balbala, respectivement, M. Suleiman Dahir Bilé et Abdelrahman Awal Yassine, et des hauts cadres du ministère des Affaires sociales et de la l'ADS, ainsi que des représentants des familles issues de ces quartiers de la commune de Balbala, dans les bénéficiaires de ce projet. Ces quelques 53 activités génératrices de revenus, lancées en grande pompe par la ministre, 48 de ces activités ont été financées par l'unité de pilote de microfinance islamique, la DDS, et les 5 autres activités sur par les projets Forge du Centre de leadership et de l'entrepreneuriat. Rappelant que l'unité de la microfinance islamique de la l'ADS a distribué un financement à hauteur de 300 millions de non-francs dans les communes de Belbala et de Boulaos. Eh bien, la ministre, lors de son intervention, la ministre des Affaires sociales et de la Solidarité, Mme Houloufa Ismaël Abdo, a indiqué que cette cérémonie s'inscrit dans le cadre de la politique sociale tracée par le président de la République, où je vous propose de l'écouter. J'aimerais commencer mes mots en remerciant vraiment très sincèrement la Fondation Droit au logement, qui est dirigée par M. Mahmoud, et présidée par le fondateur, donc son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh. Je les remercie parce que la politique sociale commence également par le logement décent. Et vraiment, cette cité Nassib est pour nous une expérience justement de lutte contre la pauvreté, qu'on peut appeler une lutte contre la pauvreté, une politique intégrée de lutte contre la pauvreté, puisque les personnes ici à Cité Nassib disposent non seulement d'un logement décent et à petite participation bien sûr, ils disposent également d'un accès à l'électricité. Il dispose également d'un accès à l'eau, en tout cas, et pour ceux qui également est à améliorer au niveau des services sociaux de base, sera amélioré, bi'iznillah. Et il dispose également maintenant avec la politique également du gouvernement et la politique que nous menons au niveau du ministère des Affaires sociales, 150 familles de la cité Nassib vont bénéficier également de transferts monétaires à travers justement le projet Pitch, donc 150 ont été identifiés. Nous allons également entamer la procédure de leur transférer des fonds. Une grande partie, donc là je rejoins ce que M. Douale avait dit, une grande partie ira, Inch'Allah, à des bénéficiaires à besoins spéciaux et handicap. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est une cérémonie assez exceptionnelle puisqu'elle met le focus sur ce que nous voulons faire de la politique sociale. Nous ne voulons pas que la population soit éternellement assistée. Ce n'est pas de la dignité. Et pour cela, les activités génératrices de revenus, le commerce qui va se développer, l'entrepreneuriat qui va se développer, doit être un témoignage de succès, bi'iznillah, et je sais qu'il y aura un très bel accompagnement, non seulement de la DDS, mais également du Forge. Aujourd'hui, parmi les projets qui seront financés, 48 seront financés par la finance islamique, donc l'unité de finance islamique gérée par la DDS. C'est ce qu'on appelle la murabaha, et beaucoup de nos concitoyens souhaitent également et surtout avoir cette spécificité de finance islamique, surtout que nous, à la veille du mois de Ramadan, Inch'Allah, cette finance islamique, on aimerait qu'elle se développe pour que tous puissent rentrer dans le moule de la finance islamique, bi'iznillah, et que Dieu également bénisse leur activité. Autre actualité dans ces 15 heures, c'est aussi le directeur général de l'Institut national de la statistique de Djibouti, M. Idriss Al-Sultan, qui a présidé hier au Centre Clé la cérémonie de fin de formation de 10 jours. Cette formation destinée pour les cadres statisticiens et démographes de l'Institut national des statistiques de Djibouti. Lors de la cérémonie de clôture, cette formation, outre le directeur général, la cérémonie de fin de formation a vu la présence des cadres des statisticiens et des démographes de l'Institut national des statistiques de Djibouti. Cette formation a été axée sur les activités de préparation d'un certain recensement général de la population et de l'habitat qui aura lieu prochainement à Djibouti. Avec le bouleversement démographique majeur que connaît aujourd'hui le monde et dans le contexte actuel, la crise sanitaire liée à la pandémie Covid-19, l'importance de données précises et désagréées à tous les niveaux et collecter de temps utile est plus que jamais cruciale. C'est dans ce cadre que cette formation a été programmée pour les cadres de la statistique et des démographes. Plusieurs partenaires onusiens participent aux côtés de l'INSD pour la réalisation de ce recensement. Ce constat partagé a valu au directeur général de l'INSD, Idriss Al-Sultan, s'engager dans la réalisation d'une base de données fiables concernant la population et l'habitat qui certes contribuera au développement économique
et sociale de notre pays. Le recensement constitue l'une des rares sources d'informations, outils essentiels permettant de faire une prévision économique adéquate. On les utilise parce que ça améliore la qualité des données. Les images satellitaires, la géolocalisation, toutes ces informations-là sont très utiles pour s'assurer qu'on a une vue globale de tous les sites habités, de toutes les structures et les ménages du pays, sans double compte ni omission. Voilà un peu l'utilisation, pourquoi on s'appuie sur ces outils numériques pour faire aussi bien la cartographie, mais le dénombrement, le traitement de données. Donc ce recensement sera un recensement entièrement numérique pour du début jusqu'à la fin. Eh bien, de son côté, le directeur général de l'INSD, M. Idriss Al Sultan, a profité de l'occasion pour remercier cette organisation onusienne pour le soutien indéfectible fourni aux activités de son institution, notamment dans sa mission à la conception des travaux de collecte des données démographiques. C'est que vous avez couvert un large éventail de sujets durant les 10 jours écoulés et la définition des concepts à l'organisation des travaux des terrains, en passant par la lecture des cartes aux méthodes de remplissage des fiches et des questionnaires. Ceci correspond à un apprentissage vraiment très important pour vous et pour l'Institut des statistiques. Je sais également que vous avez eu l'occasion de tester les applications de collecte des terrains pour constater le fonctionnement des organes informatiques, des programmes informatiques et apporter certaines corrections si c'est nécessaire. Je sais aussi qu'il y a eu des discussions intenses sur certaines questions, notamment sur la fiche ménage, et s'il faut ou pas adopter la même méthodologie que lors du dernier recensement. Mais il convient de noter d'internaliser les apports importants de nouvelles technologies dans la méthodologie adoptée dans ce troisième recensement général de la population. Donc le monde évolue. Le deuxième recensement général de la population qu'il y a eu en 2009 n'est pas le même que celui d'aujourd'hui avec les nouvelles technologies. Donc il y a beaucoup d'outils, de nouveaux outils qui vont être associés à ce recensement, au troisième recensement général de la population. Mesdames et messieurs, distingués participants, permettez-moi de terminer en disant que vous avez tous travaillé dur, mais en fait, le vrai travail ne commence que maintenant. C'est le début de nos efforts concertés pour travailler à la réussite de notre troisième recensement général de la population, car notre pays a besoin de données qui seront collectées par vous pour prendre les meilleures décisions et pour la bonne planification du développement économique avec le soutien de nos partenaires techniques et financiers. Comme cela a été dit lors de la cérémonie d'ouverture, le succès de la phase collecte des données est fortement conditionné par la qualité des travaux cartographiques pilotes, celles que vous avez participé. Et c'est vous qui en êtes les garants. Donc cela veut dire, mesdames et messieurs, que le travail que nous sommes en train de faire, la formation qui a eu lieu ici au niveau de la cartographie pilote, constitue un travail pilote. Ça veut dire que c'est un test en miniature du recensement général de la population. La direction de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat a mené mercredi dernier une campagne de contrôle de construction dans les différentes zones de la capitale, notamment le lotissement Salim Ouest. Cette campagne s'inscrit dans le cadre de l'application des dispositions réglementaires et la mise en valeur notamment de l'arrêt 4 avril 2015 relatif à la procédure d'instruction et délivrance du permis de construire. Il s'agit là avant tout d'une sensibilisation de nos concitoyens sur l'intérêt et l'importance du respect des règles pour leur sécurité physique en ce but de prévenir tout risque d'accident et d'effondrement. En cas de persistance de non-respect des textes légaux, réglementaires en vigueur dans notre pays, les services de la direction de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat se verront dans l'obligation d'entreprendre des mesures répressives à l'encontre de tout contrevenant. Par ailleurs, toutes les constructions illégales sont purement et simplement démolies. Enfin, la direction de l'aménagement et du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat reste à l'entière disposition des concitoyens pour toute information complémentaire. D'abord, il s'agit de vérifier si les travaux en cours disposent des autorisations ou non. Deux cas de figure se présentent. Dans le premier cas de figure, nous avons
des travaux qui sont entrepris sans autorisation. Dans ce cas, nous sensibilisons nos concitoyens pour la régularisation administrative et sur l'intérêt, mais aussi l'importance du respect des règles pour leur sécurité physique en vue de prévenir tout risque d'accident ou d'effondrement. En cas de persistance du non-respect des textes légaux et réglementaires en vigueur dans notre pays, nous nous verrons dans l'obligation d'entreprendre des mesures répressives à l'encontre de tout contrevenant, et ce, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans notre pays. Le deuxième cas de figure, où nous avons des travaux disposant de permis de construire. Dans ce cas, nous contrôlons, d'une part, si les projets en cours sont conformes aux projets autorisés dans le cadre des dits permis. D'autre part, nous contrôlons si le ferraillage exécuté sur le terrain est conforme ou non au plan de ferraillage approuvé par notre département, en vue d'autoriser ou non le coulage de béton, et ce, aux différentes étapes des travaux de gros œuvres. Par ailleurs, nous rappelons aux titulaires de permis de construire d'apposer une pancarte du chantier de dimension 80 par 60 cm, mentionnant toutes les références de l'autorisation accordée. Eh bien, dans le cadre de la stratégie accélérée de la vaccination anti-Covid-19, les équipes mobiles du département de la santé se sont rendues sur le planning préétabli dans les communes de Balbala, notamment Balbala 11, pour effectuer des activités d'immunisation de la population, des activités mobilisant le ministère. Le ministère de la Santé, en septembre dernier, a pour objectif d'intensifier la vaccination en s'appuyant sur une approche communautaire afin d'obtenir l'adhésion massive de la population. Pour rappel, ces vaccinobus sillonnent toutes les quartiers de la capitale, mais aussi dans les régions de l'intérieur, pour vacciner le plus grand nombre et le plus rapidement possible. On reste toujours dans le domaine de santé, cette fois-ci dans la région d'Arta, où le président du conseil régional, El Hougdadé, a présidé le lancement de l'atelier de formation épidémiologiste des terrains à l'hôtel Sunhill d'Arta. Cet atelier a vu la participation du directeur général de l'Institut de santé publique, Dr Hussein Youssouf, ainsi que le haut cadre du département de la santé. Pour rappel, une première cohorte de 24 épidémiologistes ont déjà bénéficié de cette formation durant plusieurs mois. Ces futurs épidémiologues de terrain seront formés, outillés pour contribuer à l'amélioration et à la détection de la notification de la rétraction des maladies en République de Djibouti. Cette importante formation s'est concrétisée avec le concours précieux de plusieurs partenaires tels que les réseaux africains épidémiologiques du terrain, l'AFNET, l'IGAD, l'OMS et la CDC d'Atlanta, qui est le centre de prévention et de contrôle des maladies basé aux États-Unis. Les formateurs qui sont présents à mes côtés, et c'est une formation deuxième cohorte qui va durer pendant une période de 3 mois. Les étudiants, les résidents vont faire une formation de 5 jours sur le terrain, puis vont aller 5 semaines de pratique. Donc 5 jours au niveau local, au niveau d'atelier, et 5 semaines de pratique sur le terrain. Et d'arrache-pied, cette formation va se résoudre, va se finir par un diplôme de type frontline. Direction le Nord, où le CMH de Tadjoura a procédé dimanche dernier au lancement de la seconde phase de la campagne de vaccination contre la poliomyélite. C'est dès les premières 20 heures que la campagne de vaccination a commencé. Le lancement de cette campagne, en la présence du président du conseil régional de Tadjoura et le préfet adjoint, chef religieux et le représentant de la société civile. Conformément aux directives du ministère de la Santé et au ministre particulièrement, Dr Ahmed Robleh, le médecin-chef est responsable de la de la campagne du polio, ont déployé les équipes constituées des agents de santé et autres bénévoles formés dans les différents quartiers de la ville, faisant de porte-à-porte dans le chef-lieu et dans les locaux reculés jusqu'au fin fond du monde. Et depuis, afin de vacciner les enfants recensés âgés de 0 à 5 ans. Dans l'actualité internationale, dans le plus grand centre humanitaire d'Odessa, les bénévoles n'accueillent que des réfugiés, mais leur fournissent une aide précieuse, médicaments, vêtements, nourriture. Les jeunes volontaires récemment les besoins triés, les dons et les acheminent. Leur manière de participer à l'effort de guerre et à la construction du pays. Sous un dôme olive, le gymnase est devenu la nouvelle maison de Natalcha et ses 2 petits-enfants
comme elle, beaucoup d'habitants de Kiev ont fui vers cette ville dès que le peut. Cette maman passe un coup de téléphone et ses proches restent dans la capitale dans le plus grand souhait de retourner auprès d'eux. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés et bon week-end à vous.